bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue sur Polynésie la Première. Voici les titres de votre journal. Sur le front du Covid-19, des mesures élémentaires d'hygiène seront désormais obligatoires dans tous les établissements scolaires de Polynésie. On voit cela dans quelques instants. La Polynésie va-t-elle rester à l'écart de l'épidémie? Ce n'est qu'une question de temps peut-être. Jacques Rénal répondra dans quelques minutes à nos questions. Le ministre de la Santé est notre invité ce soir. Il nous dira quelles mesures supplémentaires il doit prendre chaque semaine pour relever d'un cran l'alerte sanitaire et aussi pour mieux communiquer. Nous nous rendrons également à Faa où les intempéries du week-end ont menacé d'emporter une habitation. Rencontre sur place avec les résidents qui ont failli tout perdre. Enfin, notre page des municipales nous emmène ce soir à Mahina où la population réclame des actions concrètes de ses élus en matière notamment d'emploi et d'aménagement. Mais d'abord, déjà 3000 morts dans le monde. Le bilan du Covid-19 continue de s'alourdir. 3 morts et 191 personnes infectées en France. Le salon du tourisme et le salon du livre qui devaient se tenir à Paris dans les prochains jours ont été annulés. En Polynésie, eh bien, pour l'instant, aucun cas n'a été détecté, mais les établissements scolaires ont reçu des recommandations d'hygiène obligatoires du ministère. On voit cela avec Laurence Pourteau et Jacques Damour. Cette circulaire de la DG2E a été distribuée en fin de semaine dernière aux chefs d'établissement. Il s'agit pour l'instant d'anticiper et de préparer toute situation de contagion, avec désormais certains gestes barrières à respecter, se laver plus souvent les mains ou tousser dans sa manche. Des préconisations évidentes pour les familles. On a commencé à parler un peu avec les enfants, comme vous disiez, il faut juste laver les mains. On a acheté des petits savons, on met dans les sacs. Nous avons discuté des lavages de mains, les façons de tousser, d'éternuer, des choses comme ça. Ces mesures d'hygiène trouvent aussi écho auprès des élèves. Coronavirus, le sujet est désormais quotidien dans l'école et en dehors. Ça me fait un petit peu peur quand même, oui. Étant donné que c'est un virus très virulent qui peut toucher n'importe quelle personne, que ce soit âgée ou même les enfants, et c'est très dangereux. Il y a des profs qui nous ont donné des sites où on peut voir en temps réel le nombre de contaminés et de personnes qui sont mortes et tout. Après c'est dommage parce qu'il y a des gens de nos familles qui ne peuvent pas revenir et tout. Comme on a déjà vu mon frère, il est bloqué là-bas, à Touari, donc voilà. Du côté des parents, on se félicite de la mise en place de ces mesures de précaution, regrettant toutefois que les élèves ne puissent se laver les mains dès le portail des établissements. On refuse cependant de céder à tout sentiment de panique. Il faut savoir les garder et ne pas commencer à prendre feu et se dire que la maladie va se propager. Vous savez, en ce moment, il y a une épidémie de gastro-entérite. Et ce sont exactement quasiment les mêmes symptômes. En tous les cas, elle s'attrape de la même manière. Donc, ces gestes barrières qui sont aujourd'hui préconisés dans cette circulaire vont également permettre de résorber, je pense, ces épidémies que l'on constate et qui viennent en fait faire que les enfants sont absents aujourd'hui parce qu'ils ont la gastro. Face à un cas suspect, les enseignants devront isoler l'élève et appeler le SAMU. Rappelons qu'aucune détection de coronavirus n'a été avérée en Polynésie. Et le ministère de la Santé enchaîne les mesures de contrôle et la communication. Nous sommes tous dans le même bateau, a affirmé ce matin le ministre Jacques Rénal, qui dorénavant recevrait la presse 2 fois par semaine pour tenir la population informée de l'épidémie. Brigitte Olivier et Mirko Van Foo. La Polynésie se protège. Combien de temps encore avant que le virus s'installe en Polynésie ? C'est une question de jours. Cela dit, les dernières mesures pour reculer l'échéance sont drastiques. Tous les passagers et tous les personnels navigants qui prendront un vol pour Papeete doivent fournir un certificat médical de bonne santé. Mais forcément, le Covid-19 arrivera tôt ou tard ici. Alors je suis pas inquiète, mais nous nous préparons. Voilà. Nous nous préparons tous, soit en tant que médecin, soit en tant que directrice de la santé. Aujourd'hui, 7 personnes en provenance de zones infestées sont en quarantaine chez elles, mais leur test au Covid-19 est pour le moment négatif. Les autorités sanitaires préconisent donc, en attendant, de se laver les mains très souvent, d'éviter les contacts rapprochés et précisent que la maladie est surtout dangereuse pour les personnes âgées et en mauvaise santé.
La compagnie Air Tahiti Nui, de son côté, n'a pas encore communiqué son manque à gagner sur la ligne Papeete-Japon. Si la ligne était déjà déficitaire, l'épidémie de coronavirus ne fait qu'aggraver la situation. Illustration avec le vol de ce matin en provenance de l'aéroport de Narita, qui était presque vide à l'exception de quelques passagers. Et je reçois maintenant notre invité, Jacques Reynal. Merci d'être sur ce plateau avec nous. On va tenter de savoir si le pays est éventuellement paré à toute éventualité. Le Japon est une destination à risque. 254 cas confirmés, 6 morts selon l'OMS. À ce jour, les préparatifs des JO de Tokyo sont d'ailleurs menacés. Ne faut-il pas suspendre la ligne? Bonsoir. Suspendre la ligne n'est pas de mon ressort. Je ne suis pas responsable des transports aériens et je laisse donc cette décision éventuelle au ministre concerné et au directeur de Mais est-ce que vous en parlez entre vous, entre ministres? Ça a été évoqué. Ça a été évoqué et je pense que peut-être ça fera l'objet d'autres évocations. Il faut quand même s'attendre à ce que cette ligne reste dans l'état dans lequel elle est à l'heure actuelle, c'est-à-dire avec très peu de passagers. Donc, je vous dis, ce n'est pas de mon ressort, donc je ne m'avancerai pas sur ce plan-là. Néanmoins, sachant que c'est un pays à risque, le Japon, eh bien, le ministre de la Santé que je suis ne pourrait que, disons, être soulagé de voir une des lignes à risque fermée. Mais il y en a tant d'autres maintenant, puisque tous les pays qui nous entourent sont touchés par le virus. Quand on revient d'un pays à risque comme le Japon, il y a aussi la France. Est-ce qu'il y a un dispositif supplémentaire mis en place à l'aéroport de Tetifa'a? Alors, il n'y a pas de dispositif supplémentaire à proprement parler. Néanmoins, nous avons étendu la nécessité de remplir une fiche pour les passagers qui remplissent une fiche de renseignement qui va nous servir ensuite, elle est recueillie à l'arrivée, et qui va nous servir ensuite à éventuellement retrouver des passagers d'un vol. Donc nous avons étendu ces dispositions à toutes les compagnies maintenant, et donc ceci va nous faciliter la tâche en cas de détection d'un passager portant le virus. On vient de le voir, hein, il y a de la famille qui sont bloquées un petit peu au Japon, un peu partout. Comment ils font pour revenir? Il faut qu'ils aient une attestation? Comment ça se passe? Voilà, c'est cela, une attestation médicale signalant qu'au moment de l'examen, la personne ne présentait pas de signes d'infection patente au coronavirus. Ces signes d'infection étant le plus souvent une affection rhinopharyngée, le nez, la gorge, mais également éventuellement pulmonaire. Nous prenons ces précautions parce que nous avons élaboré une stratégie de prévention pour l'instant, hein, puisque nous n'avons pas le virus en Polynésie française. Nous essayons de faire en sorte que nous bâtissons, en fait, si vous voulez, des remparts, en quelque sorte, pour ralentir le plus que possible l'arrivée éventuelle de ce virus en Polynésie française. Sans être alarmiste, mais au cas où la Polynésie serait touchée, l'hôpital du Taoné peut accueillir combien de patients simultanément? Alors, il y a des patients de différents grades, de différents niveaux. Cette maladie, contrairement à ce qu'on a pu lire, certes, elle entraîne des décès, mais ces décès surviennent surtout sur des personnes déjà fragilisées. En général, d'un âge déjà avancé, 55, 60, 70 ans et plus, mais ayant une pathologie préalable, c'est-à-dire une maladie soit cardiovasculaire, soit pulmonaire, soit rénale au niveau des reins. Mais on a vu qu'en France, par exemple, les hôpitaux étaient un peu débordés. Oui. Ici, on a combien de chambres? Donc, en fait, on ne mesure pas en nombre de chambres. On aura les chambres, on les libérera autant que de besoin en cas de nécessité pour ces patients les plus graves. Mais ce que l'on souhaite et ce que l'on peut faire, comme c'est une maladie qui finalement n'est pas très grave chez les personnes qui sont au préalable en bonne santé, ce que nous ferons, c'est que nous ferons le confinement dans les domiciles des personnes ou dans des lieux qui seront adaptés pour ce faire. C'est-à-dire, on laissera pendant 2 semaines les personnes dans un lieu où ils pourront être surveillés par les personnels de santé, mais ils ne seront pas forcément dans un hôpital.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et en raison de l'épidémie de Covid-19, le président de la République, Emmanuel Macron, a annulé son déplacement en Polynésie française prévu au mois d'avril. Et puis la météo s'améliore sur les îles de la Société, mais les fortes pluies du week-end ont provoqué des glissements de terrain. Sur les hauteurs de Fa'a, par exemple, la boue a coupé une route et a failli emporter une maison. Thierry Stamfleur et Nicolas Suire ont profité d'une accalmie pour rencontrer les rescapés et les services qui sont intervenus samedi après ce glissement de terrain. Ça a fait beaucoup de bruit quand c'est tombé ? Non, juste un petit peu. J'ai été par la fenêtre. C'est là que j'ai vu qu'il y a un glissement. En fait, c'était au bord, quoi. Mais oui. 2 jours après, Hineva en sourirait presque, mais c'est lorsqu'on se place sur la route en dessous que l'on comprend qu'elle et son tanné l'ont échappé belle samedi. Un glissement de terrain qui a laissé la maison au bord du vide et qui a tout emporté. Le chemin étant obstrué par la boue, les services techniques de la commune ont dégagé la terre pour rétablir la circulation dans le quartier. Mais la sauvegarde de la maison et surtout de ses habitants dépend d'autres services. Les pompiers, la police, c'est le métier à aller voir tous ces gens qui sont hauts. Et qu'est-ce que vous leur conseillez là ? Pour sortir, pour sortir de là, pas prendre de risques. Parce qu'à la prochaine pluie, la maison elle descend. La prochaine pluie, la maison elle descend, voilà. Moi, je disais à Montagny, ça fait pas dangereux cet endroit. Et lui, il disait quoi ? Il dit, pas maintenant, on verra après. Et là maintenant, vous avez vu que c'est dangereux ? Oui. Donc qu'est-ce que vous allez faire alors ? On va construire une autre maison de l'autre côté. Cela fait 10 ans que Hineva habite cette maison. Elle pense qu'elle va continuer à y dormir le temps qu'avec son compagnon, il puisse construire une nouvelle habitation plus en sécurité sur le plat de l'autre côté du chemin. Pour l'instant, ces quelques barres sous la maison les rassurent. Encore faut-il que de nouvelles pluies éventuelles ne fassent pas se détacher le reste du terrain sur lequel repose vaille que vaille leur maison. Et sachez qu'à Papeete, en raison des conditions météorologiques défavorables de ces derniers jours, la vallée de la Fatau a été également fermée au public jusqu'à un nouvel ordre. Au chapitre judiciaire, le couple qui tenait un drive-in de cannabis à la mission a été présenté en comparution immédiate cet après-midi. Le mari écope de 3 ans de prison, dont 6 mois avec sursis et 2 ans de mise à l'épreuve. 3 ans également de prison pour l'épouse, dont 12 mois de sursis. Le juge a également demandé leur maintien en détention. Pour mémoire, outre la vente de pipettes, les 2 quadragénaires vendaient à des adolescents âgés de 14 à 17 ans du paca dans des sachets à 500 francs ou des sticks vendus à 1000 francs. L'affaire a été révélée sur une dénonciation anonyme. Quant à l'affaire de séquestration Kartisuki à Fa'a, elle est de nouveau renvoyée au 23 mars. Au motif que les avocats ont obtenu tardivement les dossiers pour préparer leur défense. Je rappelle que 3 personnes sont incarcérées, dont 2 frères. Elles resteront en prison en attendant leur audience en comparution immédiate. À J-6 de la Journée internationale des droits de la femme, une fois n'est pas coutume, le personnel du Conseil économique, social et culturel s'est rassemblé dans les jardins du CESCE. CESEC. Les employés ont également fait appel à ceux et celles qui le souhaitaient de les rejoindre. Ils étaient 100 au total réunis, l'objectif étant de réaliser un clip pour montrer la solidarité des femmes. On ouvre à présent notre page dédiée aux élections municipales. Et c'est donc la désillusion pour Gaston Floss. Le tribunal administratif a rejeté son recours suite au refus d'enregistrement de sa liste par le Haut-Commissariat, tout comme le tribunal de première instance a rejeté sa demande de validation de son inscription sur les listes électorales à Papeete. Stéphane Ratino Ubeliao. Non, ni la justice civile ni les juges administratifs n'ont donné droit aux arguments de Gaston Floss. Le marathon juridique s'est donc terminé aujourd'hui, comme il avait commencé pour l'ancien président, débouté. La justice considère que les documents apportés par le candidat désormais écarté n'établissent pas la réalité de son domicile à Papeete. Avec cette double décision, ni Gaston Floss ni même ses colistiers, venus pour beaucoup des quartiers de la ville, ne pourront se présenter devant les électeurs.
Alors malheureusement, on ne peut pas saisir le Conseil d'État tout de suite. Il va falloir attendre le résultat des élections, mais assurément, nous ferons encore quelques recours. Le fait que l'on prétende qu'il n'a pas son domicile réel ou qu'il n'ait pas sa résidence est indifférent. Il est à Papeete et il demande à concourir à Papeete. Et donc ce sont des éléments qui sont suffisants et qui sont prévus par le Code électoral, justement. Pendant 2 mois, cette question de l'inscription de Gaston Flosse a occupé l'agenda médiatique jusqu'à rendre inaudible la dynamique programme contre programme de tous les postulants. Désormais, il reste 15 jours pour une campagne traditionnelle. Mais il y a une question. Que vont faire les électeurs du Vieux-Lyon? Pour sûr, l'ombre de Gaston Flosse va encore flotter au-dessus de cette élection municipale. Gaston Flosse compte faire appel de la décision du tribunal administratif devant le Conseil d'État, mais il devra pour cela attendre la fin des élections. Et comme promis, on s'intéresse à la ville de Mahina, une commune étendue sur 52 km², située sur la côte est de Tahiti. Mahina compte plus de 14 700 habitants, avec un taux d'emploi de 46,2%. Sa population dispose de l'eau potable. Avec ses 10 640 inscrits, 33 sièges sont à pourvoir au sein du futur conseil municipal. Je rappelle qu'elle est dirigée par Damas Tewira depuis 2015. À moins de 2 semaines avant le premier tour, c'est la jeunesse qui reste au cœur des préoccupations des habitants de Mahina. Que feriez-vous si vous étiez maire de la commune? Les réponses au micro d'Inacio Raveino et Mirko Vanfou. Si j'étais maire, moi, j'essaierais d'amouiller tout ce maire-là, Nicole, Damas, tous des fils de Mahina, des enfants de Mahina, amouiller pour faire que Mahina soit encore plus beau, au lieu de séparer tout le monde comme ça. Voilà. On a ceux qui ont des diplômes, ceux qui n'ont pas été loin à l'école, mais quand même, ils sont compétents aussi dans le travail et tout. Voilà. Et faire des bonnes actions, pas que des paroles, gros. Si j'étais maire de Mahina, moi ce que je ferais, je penserais à mettre en place une cantine du cœur. Donc ce qui veut dire déjà, pour voir que sur Mahina, il n'y a pas que des gens riches, il y a énormément de gens pauvres. Donc je pense qu'une cantine du cœur, ça serait mieux. Il y a plusieurs choses à faire, à mettre en place en tout cas pour aider nos jeunes, les jeunes de Mahina. Il faut surtout pouvoir travailler ensemble, que les associations et les confessions religieuses luttent ensemble pour endiguer le souci de la drogue. Je ne vous cache pas que c'est un problème avec mes enfants aussi. Je ferais ça pour les ramassages des poubelles. Faut payer, quand c'est les jours des ramassages des poubelles, comme les déchets verts, bien les encombrants, il faut préciser. Faut payer quand il met sur le pancarte ce jour-là, après 2 jours plus tard, il vient ramasser. C'est pas le jour qu'ils ont marqué sur le pancarte. Voilà un message aux candidats de Mahina. À Aroué, Teura Iriti mène une liste ouverte à la société civile. Aroué Yapapaoua. Teura Iriti a présenté ce matin ses 33 colistiers, des personnes de tous bords, pêcheurs, paroissiens, entrepreneurs. La présidente déléguée du Tahouir Ahouir Atira a beaucoup insisté sur le plan d'aménagement de la commune, l'assainissement des eaux usées ou encore le tri sélectif. On écoute Teura Iriti au micro de Mirko Vanfou. Vous savez, sur Aroué, sur le nombre de foyers existants, il y a près de 45 à 48% seulement de foyers qui trient leurs déchets. Ce qui veut dire qu'il y a un peu plus de 50% qui ne trient pas. Il faut resensibiliser notre population de Aroué sur le tri des déchets, l'importance du tri des déchets pour qu'il y ait un coût moindre. Et sur Aroué sont également candidats l'écologiste Jackie Briand, Tepuanuisno et le maire sortant Philippe Schill. Et vous le savez, c'est un scrutin à 2 tours. Comment calcule-t-on le nombre de conseillers qui diffèrent selon les communes? Peut-on se présenter seul? C'est Natacha Silagi qui nous en dit un peu plus ce soir. Bonsoir. Bonsoir. La date limite pour déposer sa candidature, c'était, vous le savez, jeudi dernier. On connaît donc le nombre de listes qui vont être en concurrence pour le premier tour des élections municipales en Polynésie française. Il y en a 143. Alors 143, c'est pour les communes de plus de 1000 habitants comme Aroué, Fakarava ou encore Hivaoa. Mais il y a aussi des candidatures individuelles, 581 au total. Traduisez des listes avec un seul nom dans les communes de moins de 1000 habitants,
Comme vous le voyez ici, Raivawe, Urapa, aux Australu, Puka Puka et Fangatau au Tuamotu. Ces candidats n'ont évidemment aucune règle de mixité à respecter puisqu'ils sont tout seuls. Voilà, et donc le mode de scrutin est à 2 tours, sauf exception, Natacha. Oui, alors l'exception, c'est si les candidats l'emportent au premier tour, comme Oscar Temaru Afa'a ou Edouard Fritz à Apire en 2014. Pour que cela soit possible, il faut la majorité absolue, soit 50% des voix plus une. Autre possibilité, la liste obtient au moins 10% des suffrages et décroche donc son billet pour le second tour. Enfin, lorsque la liste obtient moins de 10% des voix, le bal est terminé pour l'ensemble des colistiers inscrits. Autre calcul, comment décide-t-on de combien de personnes sera composé le conseil municipal? Ça dépend du nombre d'habitants dans la commune. C'est lui qui va donc déterminer le nombre de conseillers municipaux. En Polynésie, il varie de 11 à 35. 11 conseillers municipaux, par exemple, à Tatakoto, la plus petite commune avec seulement 259 habitants, et 35 à Fa'a, la plus grosse commune qui compte 29 500 habitants. Est-ce que le nombre d'électeurs va rendre cette élection extraordinaire au vrai sens du terme? Alors on sait déjà qu'il y a 198 000 électeurs, mais c'est surtout le taux de participation qui sera important. Il était de 67% au premier tour des municipales en 2014 et de 71% au second tour. C'est plus qu'à toutes les autres élections et c'est pour cela que ces élections sont exceptionnelles. On verra dans 15 jours. Merci beaucoup Natacha pour cet éclairage. Et puis en radio, durant toute la semaine, nos invités café seront les candidats en lice sur la commune de Fa'a. Nous avons débuté ce matin avec la liste d'Oscar Temaru, représentée ce matin par Robert Macaire, son premier adjoint. On écoute ce petit extrait sur l'éducation et la sécurité. Nous avons organisé sur les 5-6 dernières années des cours de formation pour les agriculteurs, des jeunes qui peuvent faire de l'agriculture, des jeunes qui peuvent faire de l'apiculture, avec un ingénieur agronome sur les 6 dernières années. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, nous avons formé près de 600 à 700 jeunes qui peuvent aujourd'hui se tourner vers le métier de l'agriculture. Et nous faisons tout notre possible pour disposer de terrains domaniaux pour pouvoir faire une répartition de ces terrains sur ces jeunes qui ont été formés. Et la commune elle-même, à côté de l'IPRU, nous avons installé une grande serre avec un futur marché qui va donc recevoir les produits de ces jeunes quand ils seront en place. Et la cuisine centrale sera le premier acheteur. Sur quoi vous allez mettre l'accent dans cette campagne? Toujours sur l'éducation et la jeunesse. Et sachez qu'à Fa'a, 4 autres listes sont confirmées, celle de Tamar Ifa'a de Teura Tarhau, le Tapurahuir Atira de Jean-Christophe Bouissou, la liste citoyenne d'Aldo Stergios, la liste Amwithira conduite par Jean Temauri et enfin celle de Heia Parau Tokorani qui justement sera l'invité café de votre matinale radio demain matin. Vous saurez tout donc au sujet du programme de la liste FAA à Tiamay. Vos questions sont attendues au 40 86 16 00. Et c'est ainsi que se referme cette page des élections. Un mot de sport avec les compétitions de la Rangiroa Pro perturbées à cause du temps. Les compétiteurs hawaïens sont arrivés avec un jour de retard. Ils ont embarqué ce matin seulement à destination des Tuamotu. La Rangiroa Pro s'annonce pleine de surprises avec une 50aine de compétiteurs, dont 33 hawaïens. Après l'ouverture officielle de la compétition en fin de journée, si le temps le permet, la compétition débutera demain. On écoute le président de la Fédération de surf au micro de Heidi Nko. Il y a du soleil et normalement le vent est dans la bonne direction, semble-t-il. Donc les surfeurs qui s'entraîner. Donc normalement ce soir on fait l'ouverture fin de journée et ensuite demain sans doute démarrer la compétition. En football, l'AS Vénus s'est imposé dimanche face aux champions de Samoa au Stade Pater, et cela à l'occasion de son premier match de poule en Ligue des champions de l'OFC. Tamatoa Tetauira inscrit le premier but de la rencontre à la 30e minute de jeu. Un second but est inscrit par Teonui Tehau. Le match se termine sur un score de 6-0 grâce notamment à un triplé de Tamatoa Tetauira. Prochain match dans le groupe D, ce sera mercredi face aux Néo-Zélandais d'Auckland City.
Et c'est ainsi que s'achève ce journal dont je vous rappelle l'information principale. Sur le front du Covid-19, des mesures élémentaires d'hygiène seront désormais obligatoires dans tous les établissements scolaires de la Polynésie. De son côté, le ministre Jacques Raynal, qui doit prendre chaque semaine des mesures de contrôle de plus en plus drastiques, s'engage à tenir informée la population de l'évolution de la situation via 2 points presse par semaine. À la une de vos quotidiens, la dépêche titre Covid-19, son introduction quasi inévitable. Tahiti Info, certificat obligatoire pour entrer au Fénois. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio. Très belle nuit sur la première. Je vous retrouve demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.